Le petit selfie du matin, la photo de son assiette à midi, les stories de la soirée étudiante. On est tous un peu témoins de ça au quotidien. Oui, c'est devenu presque banal. Mais d'où ça vient au fond? Cette espèce d'envie ou même de besoin de tout raconter tout le temps. Pourquoi nos vies, nos joies, nos peines, nos repas deviennent comme du contenu? C'est une excellente question. Et c'est bien plus profond, je crois, que juste du narcissisme ou le fameux « regardez-moi ». Ah oui, Oui, pour comprendre, il faut regarder ça sous plusieurs angles. Comment la société nous y pousse, ce que ça fait dans notre tête psychologiquement. et puis qui en profite, j'imagine. Exactement. Et même, est-ce que ce n'est pas, au fond, une version 2.0 de très très vieilles habitudes humaines? On va essayer de décortiquer tout ça. D'accord, ça m'intéresse. Commençons par la société alors. On sent bien qu'il y a comme une pression à se montrer, non? À exister en ligne. Ah bah oui, carrément. Il y a un sociologue, Erving Goffman, qui disait que la vie sociale, c'est un peu comme une pièce de théâtre. On joue tous un rôle. Hmm. Et les réseaux sociaux, c'est devenu une scène gigantesque, mondiale, pour cette représentation. On travaille notre image publique, ce qu'il appelait la façade. Mais sur les réseaux, on voit aussi des trucs plus intimes, non? Des doutes, des petits moments de bonheur simple. C'est pas que la façade parfaite. Tout à fait. Et c'est là que ça se complique. La frontière entre la scène et les coulisses, elle devient super floue. On se met à partager une certaine intimité, mais c'est souvent une intimité choisie, mise en scène. Une sorte d'intimité performée? Voilà, c'est ça. Serge Tisseron a parlé d'extimité. C'est l'idée d'exposer une partie de son intime pour construire son identité sociale, pour dire aux autres « voilà qui je suis », en quelque sorte. Et on attend quelque chose en retour de cette performance, de cette extimité. Des réactions. Bah oui, et là on bascule dans la psychologie. On a tous ce besoin fondamental d'être reconnu, d'être estimé, et une bonne partie de notre estime de soi passe par le regard des autres. Le fameux « moi en miroir » dont parlait Coulet. Exactement. On se voit un peu à travers le jugement qu'on imagine chez les autres. Et les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent une mesure à ce miroir. Avec les likes, les vues, les commentaires. Voilà, ils ont industrialisé la validation sociale. Chaque petite notification, un like, un partage, hop, c'est une mini-dose de dopamine dans le cerveau. Le neurotransmetteur du plaisir. Oui, et de la récompense. Et ça, les plateformes le savent très, très bien. C'est conçu pour ça, pour nous faire revenir. C'est ce qui crée l'accroche. Un peu comme une machine à sous finalement, hein. On tire le levier, enfin on rafraîchit la page pour voir si on a gagné un like. C'est exactement ça. Le principe de la récompense variable, intermittente. On ne sait jamais quand la petite récompense va tomber, alors on vérifie, en boucle. C'est puissant comme mécanisme. Très puissant. Et certaines études, comme celle de l'UNC, montrent que ça pourrait rendre les ados particulièrement sensibles à cette validation externe. Ça peut créer une sorte de dépendance neurologique au regard des autres en ligne. D'accord. Donc on se met en scène pour le regard social, notre cerveau est conditionné à chercher cette validation, mais toutes ces infos qu'on partage, toutes ces données, elles vont où? Qui en profite réellement? Ah, là on touche au nerf de la guerre. C'est ce que des penseurs comme Shoshana Zuboff appellent le capitalisme de surveillance. Ça fait un peu peur comme terme. Oui, mais l'idée est assez simple au fond. Toutes ces informations qu'on donne, plus ou moins volontairement, nos goûts, nos clics, nos relations, même nos émotions parfois, tout ça c'est une matière première. Gratuite en plus. Exactement. Gratuite pour les plateformes. Nos données, ce que Zuboff nomme le surplus comportemental, sont collectées massivement. Et ensuite? Ensuite, des algorithmes analysent tout ça pour prédire nos comportements futurs. Et cette capacité de prédiction, elle est vendue. Aux publicitaires, j'imagine. Principalement, oui, pour nous cibler plus efficacement. Mais ça peut aussi servir à d'autres acteurs qui cherchent à nous influencer. En gros, on n'est pas juste les utilisateurs, on est aussi le produit, ou plutôt la ressource. C'est assez vertigineux quand on y pense. Mais est-ce que ce besoin de partager, c'est uniquement lié à la technologie, à ce système économique, ou y a-t-il quelque chose de plus ancien? Si, et c'est là que l'anthropologie apporte un éclairage intéressant, on peut voir ce partage numérique comme une sorte de prolongement de rituels sociaux très, très anciens. Ah ouais, comme quoi par exemple? Marcel Mauss, un grand anthropologue, a théorisé le don dans les sociétés traditionnelles. Il y a une triple obligation, donner, recevoir et rendre. C'est ça qui tisse le lien social. Et comment ça s'applique aux réseaux sociaux, ça? C'est assez direct en fait. Quand on poste quelque chose, une photo, une pensée, c'est un don. D'accord. Voir le post de quelqu'un, c'est recevoir. Et le like, le commentaire, le partage, eh bien, c'est le contre-don. C'est la façon de rendre, de montrer qu'on a reçu et qu'on participe au lien. Ça maintient la cohésion du groupe,
de la tribu numérique. Voilà, ça permet de souder ces communautés en ligne, de marquer les rites de passage, les anniversaires, les diplômes, les naissances, et d'obtenir une validation collective pour ces événements. C'est une fonction sociale très ancienne, mais avec des outils nouveaux. Donc, si on essaie de rassembler les pièces, ce geste, apparemment simple, de partager une photo ou une humeur, c'est... Waouh! C'est à la fois une performance pour la scène sociale, Oui. une quête de validation pour notre cerveau accro à la dopamine, Mhm, une source de données pour une économie qui nous dépasse un peu, c'est ça. et en même temps un écho à des rituels millénaires pour créer du lien. C'est fou, tout ça dans un seul clic. C'est exactement ça. La complexité est là. Et le grand paradoxe, c'est peut-être que notre besoin humain le plus fondamental, ce besoin de connexion, est en quelque sorte piraté, détourné pour nourrir cette nouvelle économie. On tend la main pour se connecter, mais on alimente une machine. C'est un peu l'idée. On cherche un remède à la solitude dans des outils qui, paradoxalement, peuvent aussi parfois la creuser ou nous exploiter. Bon, après, il y a des moyens de résister à la déconnexion choisie, ce qu'on appelle l'hygiène numérique. Oui, bien sûr, mais ça amène à une autre question, peut-être plus fondamentale encore. Ce n'est plus seulement pourquoi on partage, mais plutôt qui on choisit d'être face à ce miroir numérique omniprésent. Exactement. Et peut-être que la valeur, aujourd'hui, elle réside aussi dans ce qu'on ne partage pas. Cultiver son jardin secret, garder des moments pour soi, juste pour soi. C'est peut-être ça, une forme de reconquête. Une forme de liberté retrouvée, oui. La vie la plus riche, finalement, n'est pas forcément la plus visible ou la plus likée. Une pensée à méditer.